Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux durant cette période? Les plus riches partaient et notre pays s'affaiblissait. Conformément aux engagements pris devant vous, cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aident à créer des emplois. Je pense que nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. Nous nous donnons beaucoup de mal. Grâce à vous, nous pouvons le faire, mais il faut le faire mieux, il faut le faire plus, il faut le faire en étant plus proche de ce que les Français attendent. Donc je pense que c'est un mélange. Je pense qu'il faut expliquer, et c'est peut-être le problème que j'ai, c'est de ne pas suffisamment expliquer. Et puis il y a une deuxième erreur qui a été faite, et alors dont nous portons tous la responsabilité. Moi y compris, je ne me pose pas en censeur, c'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. Et je crois qu'il faut expliquer pour que les gens s'approprient, qu'il y ait des débats. Et je suis tout à fait ouvert pour le débat. Par contre, ce que je crains, c'est qu'on mette 250 ans pour réformer la France. Il ne faut pas. On a quelques mois. J'assume totalement cette politique parce que c'est la seule manière de faire redémarrer le moteur de la production. Moi, je regarde nos voisins. L'ISF n'existe nulle part ailleurs parce que l'ISF, c'est bête et c'est injuste. Écoutez, regardez la frontière, que ce soit l'Italie du Nord, la Suisse, l'Allemagne, pour toutes ces régions que j'ai parcourues. Ils ont des taux de chômage infiniment plus faibles que nous. Ils ont beaucoup mieux réussi que nous. Ils n'ont pas l'ISF. On va baisser la pression fiscale, simplifier les lois pour faciliter la vie de ceux qui travaillent, des entrepreneurs et des investisseurs. On va créer des emplois. On va favoriser la stabilité de notre économie en respectant nos engagements, en privatisant et en assurant l'équilibre des comptes publics. Nous sommes dans un paradoxe. Chaque année, la richesse produite dans notre pays augmente. Le PIB augmente. La croissance est faible, mais la croissance est là. D'un autre côté, les taxes sur la classe moyenne prises au sens large, c'est-à-dire jusqu'au CSP+, ne baissent jamais. Elles ont peut-être même une petite tendance à augmenter d'année en année. Et pour autant, on nous explique que depuis 45 ans, nous sommes en déficit tous les ans. Où va l'argent ? Où va l'argent si ce n'est dans la poche des 1%, voire des 0,1% les plus riches? Jamais la concentration de la richesse n'a été aussi grande. Les 26 personnes les plus riches ont désormais entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit 3,5 milliards d'individus. Prenez les gens qui gagnent 5 ou 10 ou 15 000 euros par mois. C'est pas un problème. Ces gens-là, déjà pour gagner ce qu'ils gagnent, ils travaillent plutôt 50 ou 60 heures par semaine, ils embauchent des personnes et surtout, ils dépensent leur argent, ils le consomment. Donc ça fait tourner l'économie. Il y a des commandes, ils achètent une plus belle voiture, une plus grande maison, etc. Donc il n'y a pas de difficulté. Le problème aujourd'hui, ce sont les gens qui gagnent 100 000 ou 1 million d'euros par mois, qui accumulent tellement d'argent qu'il n'y a pas assez de richesse matérielle à consommer. Une fois qu'ils ont acheté 3 villas, 2 voitures et un yacht, bon, ils ont à peu près fait le tour de la question. Une fois qu'ils ont un chiotte en or, après ils peuvent en avoir 2. Au bout de 10, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Eh bien, ils le placent dans la sphère financière sur des fonds spéculatifs. Si bien que cet argent est capté à l'économie réelle, ça atrophie l'économie réelle et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on a une économie qui est atrophiée avec un taux de chômage qui est extrêmement élevé. On en est là. L'écart se creuse. La fortune des plus riches a augmenté de 900 milliards de dollars l'an passé, soit 791 milliards d'euros, tandis que celle de la moitié la plus pauvre de la population a baissé de 11%. Moi, j'aimerais ce soir qu'on parle un peu de ceux qui vont très très mal et qui, comme monsieur le disait, on n'a peut-être pas un impôt sur notre salaire, mais on a une TVA tous les matins. Et même le clochard sur son carton, quand il achètera sa flotte, son litre d'eau, son sandwich, son papier toilette, il paiera de la TVA. Vous n'êtes pas d'accord? Et il aidera tout le monde. Je ne pense pas que les riches doivent se sentir ostracisés dans notre pays. De toute façon, ils ont des responsabilités. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux l'exercent, notamment par le financement qu'ils apportent à l'économie. Et ça, le dire, ça n'est pas céder à la démagogie, mais c'est dire la vérité. Il faut soulager nos gentils riches de l'ISF pour qu'ils puissent financer l'investissement, la croissance, etc. Bon. On nous explique à longueur de journée que la finance permettrait le financement de l'économie réelle. C'est faux.
En réalité, dans la finance, vous avez ce qu'on appelle le marché primaire et le marché secondaire. Sur le marché primaire, vous avez deux types d'opérations. C'est soit une création d'entreprise, soit une augmentation de capital. Dans les deux cas, on achète des actions, voilà, soit parce qu'une entreprise grossit, soit parce que tout simplement elle entre sur le marché. Exactement. Et donc vous avez une création d'actions. Ce sont les deux seules opérations qui permettent un financement apporté à une entreprise. Le reste, c'est de la spéculation sur des actions qui ont déjà été vendues depuis longtemps par les entreprises. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Or, aujourd'hui, 97% des transactions s'opèrent sur le marché secondaire. Donc, quand les gens, aujourd'hui très riches, achètent et vendent des actions, elles le font à 97% sur le marché secondaire, si bien que ça n'apporte aucun financement nouveau aux entreprises. Entre 2010 et 2017, les impôts versés par ces multinationales ont baissé de 6,4%, quand les bénéfices ont augmenté, eux, de 9,3%. En parallèle, leurs dividendes versés aux actionnaires sont en hausse de 44%, quand leurs effectifs en France ont baissé de 20%. Mais c'est un faux débat. Le problème fondamental du pays, c'est qu'il soit attractif. Oui. Et justement, les dividendes et les plus-values sont beaucoup trop taxés en France. Tant qu'on diabolisera les dividendes, ça ne marchera pas. La France s'encroulera, fera du chômage. Donc il faut dire, les dividendes, c'est merveilleux, c'est magnifique. Pourquoi ? Parce que ça rémunère des risques. L'amour du risque. Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. Aujourd'hui, vous êtes des hommes qui représentez une caste. L'oligarchie, absolument pas les citoyens. Rendez l'ISF. Rendez l'ISF. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mon chéri, mais mine de rien, là, c'est dans un monde utopiste. Voilà, je veux dire. Bah si, parce que tous les mecs, je vais te dire ce qu'ils vont se dire. Moi, je pense, tous les gars vont se dire, écoute, moi ici, on va me prendre à la fin 70 ou 80% de ce que je gagne, et je vais aller dans un autre pays, et mine de rien, eh ben, je vais tout garder pour moi. Faut pas croire que tout le monde est altruiste. Oui, mais je te le dis. Moi, je serais ravie de payer l'ISF. Je serais ravie. Ça veut dire que j'ai de l'argent. Et ça veut dire qu'en même temps, j'ai de l'argent et je suis solidaire avec les autres. Mais faut pas raconter des cracks, hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a 1 an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Ils nous disent que cet ISF ne rapporte rien. Bon, 4 milliards quand même, je crois que c'est pas rien, quoi. Quoique sur les hôpitaux et sur les écoles, je crois qu'ils en auraient bien besoin. Revenir en arrière nous affaiblirait, alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. Ce que je sais, c'est que si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient bah, celui-là on a compris, il est comme les autres, dès qu'il y a un coup de grisou, lui il remballe ses idées, il est reparti. Bah non. Je soutiens complètement le président Macron, il est très courageux d'aller contre tout le monde. Moi je dis avec ce que je peux apporter à mon pays, parce que j'ai vu, moi je connais les gens qui ont monté les grosses boîtes françaises, je peux vous dire que l'exil est absolument effrayant. Quand on dit ils vont partir, faut arrêter avec ça. Ah oui, on dit aux pauvres gens, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Il faut dire aux riches, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Oui, M. Carré. L'argument qui est toujours utilisé, à savoir la fuite des capitaux et la fuite des très riches, en réalité, les données sont très simples. Vous avez 350 000 personnes qui sont assujetties à l'ISF et vous avez en réalité par an 800 personnes qui partent et 300 personnes qui reviennent. Donc vous avez une balance nette de départ de 500 personnes par an. Donc ça fait grosso modo 0,2% des contribuables de l'ISF qui partent seulement. 0,2%. Cette perte a été chiffrée en termes de rentrée fiscale. Elle est équivalente sur 10 ans, grosso modo, à 170 millions d'euros de pertes par an. Et pour cette raison-là, pour la raison que l'on dit que les riches fuient parce qu'ils ne veulent pas payer l'ISF, on va réformer l'ISF et perdre 4 milliards sur l'ISF parce que l'on perd 170 millions seulement par an, parce qu'il y a seulement 500 personnes qui partent sur 350 000 personnes qui payent l'ISF. Qu'est-ce que c'est que cet argument ? Le ministère des Finances disait 500. Il y a des gens qui disent que c'était 10 000 personnes qui partaient par an, si vous voulez. Et moi, je pense qu'il y en a en gros 60 000 partis, avec en gros, je pense, de 10 millions par personne. Il y a en gros 600 milliards qui est parti. Et il y a pas mal de preuves, c'est qu'on sait qu'en Suisse, par exemple, il y a un seul canton où il y a 95 milliards d'argent de Français. Et c'est un canton suisse. Un pays qui n'est pas tout à fait communiste, qui s'appelle les États-Unis, et qui pratique l'impôt sur la nationalité. Oui. Et donc, plutôt que de faire l'impôt sur la territorialité, on va faire l'impôt sur la nationalité, comme ça, peu importe, ils sont français, ils peuvent aller partout dans le monde s'ils veulent, mais il n'en résultera pour eux aucun avantage fiscal, parce qu'ils paieront l'impôt dans le pays où ils seront allés, mais s'il en résulte pour eux une différence favorable, eh bien la différence, ils la reverseront. Il faut réformer l'Union européenne alors. L'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai.
si on a envie de prendre comme modèle le système fiscal et le système de redistribution américain, pourquoi pas? Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, quand vous allez accoucher, bah, vous devez payer la totalité. Non, mais on peut prendre ce qui est bon aux États-Unis et pas prendre ce qui est mauvais. Oui, on peut faut le faire financer. ça. On peut faire oui, ça. mais l'assurance, ça va nous permettre d'augmenter nos recettes. Excusez-moi, Cyril, juste on s'est dit... S'il te plaît, laissez finir. Non, on s'est dit qu'on faisait un débat sérieux. ça. Voilà, moi, l'idée d'être là, c'est aussi d'essayer de cadrer un petit peu les choses. On apprend à apporter les outils les plus adaptés possibles à chacun de nos élèves, dans un groupe. Mais on est des gens sérieux, on n'est pas non plus chez les bisounours et on ne peut pas se dire on va prendre le bon d'ici et que ce qui en plus se passe l'impôt sur la nationalité. Donc je crois que c'est important. Non, mais on est aussi dans un pays, on aime, pardon, je vais le dire, je suis désolée Cyril, on est un pays où on aime se plaindre aussi. En fait, les gilets jaunes, vous êtes des enfants, vous adorez qu'on vous plaigne. Et ben moi, un enfant, quand il se plaint, tu sais ce que je fais? Je lui en tatoue 5 sur le coin de la gueule, là, tu vois, parce que ça l'aide à avancer, à passer à autre chose. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que un président, eh ben, c'est un peu comme un papa. Un papa, ça prend des décisions qui font pas toujours plaisir, mais qui sont toujours dans votre intérêt, même si vous, là, vous n'êtes pas forcément capable de le comprendre. La question de l'ISF qui revient chez beaucoup de nos concitoyens, c'est pour ça que c'est pour moi pas du tout un tabou, ni un totem, si je puis dire. Bien sûr que oui, les gilets jaunes, oui, vos revendications, oui, il les entend. Il les entend, il s'en fout. Ouais, il ne peut pas avoir pitié de tout le monde, tu n'avais qu'à devenir riche si tu voulais qu'il ait pitié de toi. Et vous avez dit en 2017, juste après ça, qu'à la fin de l'année, il n'y aurait plus de SDF dans les rues en France. Vous savez combien de SDF sont morts l'année dernière? En 2018, 510. 510 SDF sont morts l'année dernière parce que vous n'avez pas mis la politique en place malgré la promesse que vous avez faite. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. D'abord, je n'ai pas dit en juillet 2017 et je n'ai pas pris l'engagement de campagne d'avoir 0 SDF. J'entends beaucoup de gens qui disent ça. C'était en juillet 2017. Donc je n'ai pas pris cet engagement de campagne et je n'ai pas dit ça même en tant que président. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. J'ai eu à Orléans un mot sur les personnes demandeurs d'asile qui étaient dans la rue et les bois. Et donc j'ai dit que je souhaitais que toutes ces personnes soient accueillies. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Ça fait 27 euros. Oui. 27 euros de moins de retenue. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Pourquoi j'ai 100 euros de moins? Ça, c'est pas normal, ça moi-même, je ne comprends pas. Est-ce que vous me répondrez? Ah, je ferais mieux que vous répondre, je vais le régler. Je dirais juste que j'impose les mains. Comment dire, je sers de véhicule entre l'énergie et le patient. Voilà. Vous avez une très grande famille. Vous devez vous occuper de tous les enfants et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Et on vous offre 1 an de course, voilà, pour toute la famille. Nous, notre métier quand même, c'est de nous intéresser à l'humain et évidemment qu'on s'intéresse à tout ce qui se passe. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans notre pays, je crois que le système redistributif est des plus élevés au monde. Enfin, j'ai appris qu'il y avait des chiffres incroyables. Sur 36 millions à peu près de foyers, il y en a 19 millions qui paient des impôts et la moitié des recettes fiscales repose sur 400 000 personnes. Donc ça veut dire qu'on est ensemble. Ça veut dire qu'il y a une vraie solidarité et que tout le monde a envie. Je veux dire, on dépend les uns des autres. Et ça, c'est important quand même de temps en temps de le rappeler. Je pense que les hommes politiques devraient le rappeler aux Français. Ils te reprocheront tes faiblesses, l'oisiveté. Ils te feront payer s'ils te surprennent à méditer. Nous les haïssons, mais nous resterons de marbre. Nous les annihilerons par une seconde danse macabre. Nous serons tous prêts quand résonneront les cymbales. Le synode pigouin scellera leur pierre tombale.